Bonjour et bienvenue à ce nouveau Science en Tourne où nous allons essayer de répondre à une question fondamentale qui est de savoir qu'est-ce que la recherche en mathématiques aujourd'hui. Pour cela, nous avons rendez-vous avec le laboratoire MAPMO de l'Université d'Orléans. Je vous invite à venir avec moi. Bonjour Philippe. Bonjour Marie-Laure. Merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de pouvoir présenter notre métier, notre quotidien. Je te propose de découvrir cela. Très bien, on y va. L'Université d'Orléans héberge un laboratoire de mathématiques, le laboratoire MAPMO, mathématiques, analyse, probabilité, modélisation à Orléans, dans lequel évolue une cinquantaine d'enseignants-chercheurs qui pratiquent la recherche quotidiennement. Dans cette unité mixte du CRS, le laboratoire MAPMO évolue un certain nombre de thématiques de recherche qui vont de l'analyse harmonique, l'analyse complexe, les probabilités, les statistiques, la modélisation, les équations dérivées partielles et le groupe de C étoile algèbre. Alors une grande question que l'on entend quand on partage un repas avec des amis, ou voire même quand je discute avec mes étudiants, c'est pourquoi de la recherche en mathématiques. Alors, une conviction que j'ai depuis un certain temps, depuis très longtemps d'ailleurs, c'est que pour moi la mathématique, un peu comme la philosophie, est un langage universel qui bien souvent permet de décrypter, de comprendre le monde, de se convaincre que le monde est bien souvent compréhensible. Une autre facette que l'on peut développer à travers les mathématiques, c'est que la mathématique permet bien souvent d'explorer des domaines qu'aucun humain ne pourra explorer, qu'aucun ordinateur ne pourra valider. C'est comme une main télescopique, infinie, qui permettrait de dire si telle ou telle chose est vraie pour notamment des comportements qui se développent à l'infini. Par exemple, quand vous étudiez, vous autres lycéens, des suites récurrentes, et puis savoir si la suite, pour des entiers très très grands, va s'approcher d'un nombre. Eh bien, il n'y a que le raisonnement mathématique qui vous permettra de valider cette hypothèse. Je commencerai par présenter le chercheur Aurélien Alvarez qui va vous parler de ses travaux de mathématiques, ses travaux de recherche en algèbre, mais aussi ses activités qu'il développe depuis un certain nombre d'années sur l'ensemble du territoire, notamment par le biais des vulgarisations mathématiques. Alors je rappelle, la vulgarisation mathématique, c'est quelque chose qui tient à cœur un certain nombre de mathématiciens. Pourquoi ? C'est bien souvent exposer des choses compliquées aux lycéens ou même à des gens qui sont plus ou moins en dehors des mathématiques, en trouvant un thème d'accroche qui permet finalement de sentir la problématique mathématique et bien souvent de la comprendre. Vous avez sûrement déjà entendu parler de théorie du chaos ou d'effet papillon. Alors de quoi il s'agit ? L'effet papillon, c'est cette idée qu'une petite perturbation peut avoir de grandes conséquences. Je vais vous donner des exemples, par exemple dans la nature. L'idée, c'est que vous étudiez par exemple le mouvement de l'atmosphère. Vous voulez connaître la météo dans quelques jours, ou voir vous étudiez la climatologie. Et il peut y avoir des petites perturbations dans l'atmosphère. Typiquement, on parle du battement d'ailes d'un papillon. Donc c'est vraiment un phénomène extrêmement léger. Et derrière, il pourrait y avoir un cyclone à l'autre bout de la planète qui soit la conséquence de ce battement d'ailes. Donc ça paraît assez incroyable. C'est cette idée-là que des petites perturbations peuvent avoir de grandes conséquences. Derrière ces images se cachent des objets mathématiques bien connus et étudiés depuis fort longtemps, qu'on appelle des équations différentielles ordinaires. À propos de ces équations différentielles ordinaires, en fait, se posent plein de questions théoriques dont on ne connaît toujours pas la réponse. En fait, il y a même plein de conjectures très très intéressantes autour de ce qu'on appelle la généricité, c'est-à-dire le comportement typique d'une équation différentielle prise au hasard. Sur ces questions-là, précisément, il y a plein de mathématiciens qui travaillent et qui se cassent la tête. L'espace de dimension 4, c'est quelque chose dont je suis sûr que vous avez entendu parler, que ce soit à la télé, au cinéma. En quelques mots, la dimension d'un espace, c'est le nombre de degrés de liberté dont vous disposez pour vous déplacer sur cet espace, dans cet espace. Par exemple, à la surface de la Terre, eh bien, il vous faut 2 paramètres pour vous déplacer, qu'on appelle traditionnellement la latitude et la longitude. Maintenant, dans l'espace ordinaire, vous voyez bien qu'il nous faut un 3e paramètre.
puisque pour vous repérer, pour repérer un satellite par exemple, il faut la latitude, la longitude et l'altitude au-dessus du terrain, 3 paramètres donc. Eh bien, il y a des espaces de dimension quelconque, et les espaces de dimension 4, ce sont des espaces dans lesquels on a besoin de 4 paramètres en chaque point pour pouvoir se repérer. Alors je vous propose un petit exercice sur lequel vous allez pouvoir réfléchir. Prenez 2 cercles. Un premier, un deuxième. Et puis vous tracez ce qu'on appelle les bitangentes, c'est-à-dire vous partez du centre de ce cercle et vous tracez la droite qui est tangente à ce cercle, et puis vous voyez qu'il y en a une deuxième qui est ici. D'accord ? Ici, ça vous a défini 2 points d'intersection et donc un segment que je note comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va tracer la bitangente. Donc on prend le centre du cercle, on trace la droite qui passe par ce centre et qui est tangente au cercle, et puis de l'autre côté de la même façon. Et de la même façon, ça nous définit 2 nouveaux points, ici et ici. Et on peut tracer le segment. Eh bien, je ne sais pas si vous devinez l'énoncé, mais en fait, les 2 segments, d'une part, ils ont l'air d'être parallèles, et d'autre part, ils ont l'air d'avoir la même longueur. Alors, c'est ça l'exercice, mais il y a quelque chose qui est super en maths, c'est qu'on peut aussi expérimenter. Alors, expérimenter, ça voudrait dire qu'il faudrait bouger la figure, pas facile à faire. Mais avec l'ordinateur, c'est très simple à faire. On va faire ça. Donc, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra, qui est un logiciel de géométrie dynamique. Vous voyez, l'intérêt d'un outil de géométrie dynamique comme celui-ci, c'est que vous pouvez véritablement expérimenter, c'est-à-dire vous pouvez avoir une véritable démarche de recherche. Au départ, vous n'êtes pas sûr de l'énoncé de votre théorème, eh bien vous pouvez expérimenter, rechercher des éléments graphiques sur le dessin qui vont vous donner des pistes pour pouvoir ensuite le démontrer. Eh bien, c'est ça le travail du chercheur. Il faut passer sa journée à trouver des pistes, des angles d'attaque, et quand on s'est fait une suffisamment bonne intuition, eh bien on a peut-être les armes pour pouvoir démontrer le bon énoncé. Je vous laisse réfléchir tranquillement, et dès que vous avez une solution, n'hésitez pas à me l'envoyer. Afin de comprendre un certain nombre de phénomènes observés dans la nature, les biologistes élaborent des modèles mathématiques qu'ils vont soumettre à des mathématiciens afin que le mathématicien puisse mesurer la pertinence du domaine par rapport à ce que les biologistes, les praticiens observent. Magali Ribaud, Michel Griot, 2 enseignants-chercheurs au laboratoire, ont notamment travaillé récemment sur des modèles mathématiques issus de la biologie. Concrètement, avec mes collègues Philippe et Simona, sur le dernier travail qu'on a effectué ensemble, on s'était dit qu'on se réunissait tous les vendredis après-midi pendant une certaine période, de façon à faire le point sur nos recherches personnelles, nos lectures, nos échanges avec d'autres collègues. Le problème qu'on se posait et qui n'avait pas encore été résolu, puisque quand un problème est résolu, on ne recherche plus dessus, c'était un problème d'existence et d'unicité d'une solution d'équation dérivée partielle atypique, on va dire, pour l'instant. On a trouvé un résultat mathématique soumis à publication dans un journal international. Le travail de Simona a été un travail de modélisation. C'est elle qui a choisi de modéliser le problème biologique avec des équations dérivées partielles. Elle aurait pu le faire avec des probabilités, ce qu'elle a d'ailleurs envisagé à un moment donné. C'est intéressant pour nous, ce travail mathématique, même si nous n'avons pas obtenu des résultats qui collaient aux expériences en biologie. Mathématiquement parlant, nous avons apporté du savoir et accru notre connaissance dans ce domaine. La modélisation est à la mode depuis une quinzaine, vingtaine d'années. En effet, la puissance de calcul des ordinateurs est toujours grandissante et permet de répondre à des problèmes de calcul
qu'on ne pouvait pas aborder juste avec la théorie mathématique il y a encore quelques années. D'ailleurs, cette mode influence le rapport recherche-enseignement, enseignement-recherche. Les contenus des masters sont à la pointe de la recherche et dépendent de celle-ci profondément. Je m'intéresse à la modélisation dans le cadre de la dynamique des populations et à expliquer les interactions entre individus. Alors que pour ça, j'écris des équations. Contrairement au biologiste qui va, lui, s'attacher à savoir s'il a affaire à des bactéries, à des hommes, à des chameaux, moi, ce que je vais vraiment prendre en compte, c'est la dynamique de l'ensemble, à savoir si toutes les bactéries, si tous les chameaux, si tous les hommes vont marcher dans la même direction, je vais écrire une seule et même équation pour ces 3 cas de figure. Alors le programme que j'aimerais suivre en tant que mathématicienne qui fait de la modélisation pour la biologie est un programme en 3 étapes. Donc la première étape, c'est d'abord reproduire les données des biologistes obtenues en laboratoire. La deuxième étape, c'est essayer ensuite de prédire des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Et la troisième étape, c'est essayer de contrôler ce à quoi ils veulent aboutir en leur proposant un protocole. Donc je vais prendre un exemple que je connais particulièrement bien, c'est l'exemple de la croissance des microalgues. Alors les microalgues, elles font de la photosynthèse grâce à l'intensité lumineuse. Et donc on a des données d'éclairage. Sous certains éclairages, on sait ce qui se passe. Des biologistes m'ont fourni ces données qui viennent d'expérience. La deuxième étape, c'est une fois que j'ai mes équations, tester des éclairages différents. Qu'est-ce qui se passe si on change la longueur d'onde, si on change la couleur de l'éclairage, si on passe du rouge au vert. Et la troisième étape, ça serait de leur dire, vous éclairez pendant 30 secondes en lumière rouge, ensuite vous faites une petite pause, et puis vous éclairez pendant 20 secondes en lumière bleue, et là votre croissance de microalgues sera la meilleure possible. Je peux parler par exemple de mon travail en chimiotactisme. Donc là, ici, ça ce sont des expériences qui représentent la formation de vaisseaux sanguins. Donc les cellules qui forment la paroi de vaisseaux sanguins s'attirent les unes les autres grâce à la production d'une substance chimique. Et puis, ça rejoint le contexte de la dynamique des populations dont j'ai parlé un peu avant. Et puis, donc, à partir de là, on peut essayer d'écrire des équations. Voilà un exemple d'équation, des équations mathématiques avec des symboles mathématiques qui décrivent à la fois le mouvement des cellules et la production chimique liée. À partir de là, on va calculer des solutions. Alors, les solutions, on va voir par exemple cette tête-là, ça ne parle pas forcément à un biologiste. Là, il ne reconnaît pas forcément ces vaisseaux sanguins dans ces courbes, mais nous, ça nous rassure, ça nous permet de valider nos équations et de dire, finalement, on trouve des zones de vide, ça c'est ce qu'on attend parce que nos vaisseaux sanguins ils ne sont pas collés les uns par rapport aux autres, on a bien des espaces entre les deux, et on obtient des quantités positives qui montrent qu'on a bien effectivement un nombre positif de cellules, c'est le minimum de ce qu'on attend. Donc là, les courbes que je vous ai présentées, elles sont obtenues à travers un calcul de l'ordinateur qui utilise principalement des suites. Ce sont à peu près les mêmes suites que les lycéens connaissent dans leur exercice de mathématiques. Elles sont un petit peu plus compliquées, mais le principe de base, c'est le même. Et puis, donc, du coup, il y a une branche des mathématiques qui s'appelle l'analyse numérique, qui se concentre sur l'étude de ces suites, de ces schémas numériques pour calculer les solutions des équations, savoir si les solutions qu'on calcule, ce sont les bonnes solutions, savoir si on peut être performant sur le calcul de ces solutions. Donc les courbes que je vous ai présentées, je peux les calculer sur un petit ordinateur comme celui-là. Par contre, quand j'ai besoin de beaucoup plus de points, si je fais par exemple des calculs en 3 dimensions comme ce genre de calcul, là je vais avoir besoin de serveurs de calcul avec plus de processeurs pour pouvoir aller plus vite, sinon ça prendrait un temps vraiment très long. Donc ici on est dans la salle serveur, donc c'est là où sont tous les serveurs du labo qui sont donc notamment utilisés pour faire des calculs à distance. Donc tous les chercheurs ont un ordinateur portable mais qui est pas très puissant, donc pour tester des calculs c'est bien, mais pour faire des calculs qui nécessitent beaucoup de puissance, ils ont besoin de machines comme ça qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et donc ils peuvent se connecter à distance depuis leur bureau, même depuis chez eux d'ailleurs, à ces machines-là pour lancer des calculs
Les résultats seront stockés sur une des machines ici et ils peuvent les récupérer et les partager avec leurs collègues. Alors donc comme je disais, c'est des machines très puissantes. En gros, c'est l'équivalent de 4 ou 5 ordinateurs, disons, en termes de rapidité de calcul. Et puis en termes de mémoire aussi, il y a beaucoup plus de mémoire, ce qui permet d'aller plus vite. Et donc c'est pour ça qu'on entend le bruit. Il y a beaucoup de bruit parce qu'il faut refroidir les machines. Et donc il y a de la ventilation, elles sont très ventilées et c'est ça qui fait du bruit. Donc en fait, j'ai deux activités en parallèle, hein. Je garde mon travail de mathématicienne, je continue à faire des mathématiques en parallèle du travail de modélisation mathématique pour la biologie. Je pense que ce sont deux domaines complémentaires, c'est-à-dire que les biologistes me proposent des problèmes qui vont me donner de nouvelles équations mathématiques avec de nouveaux problèmes mathématiques, et puis réciproquement, mais ce que je connais du point de vue mathématique va m'aider à proposer des solutions aux biologistes. Donc voilà, tout ça pour dire que les mathématiques, on n'est pas des chercheurs isolés, on travaille en prise avec des problèmes de la société, à travers ces collaborations avec les biologistes. Donc par exemple, ces histoires de microalgues, ça fait partie d'un projet de société important qui est de construire des biocarburants. Alors l'idée, c'est de fabriquer des biocarburants pour remplacer le pétrole qu'on utilise tous les jours, par exemple en faisant pousser des microalgues. Les microalgues, elles peuvent pousser dans la mer, ça n'empiète pas sur les surfaces agricoles, et donc il faut savoir comment faire pousser ces microalgues. Donc plutôt que de les faire pousser dans des bassins où elles sont isolées, où elles sont seules, et donc c'est compliqué à récolter, on va vouloir les faire pousser en communauté, sous la forme de biofilms, où là la récolte sera plus simple. Et mon travail là-dedans, c'est d'étudier l'influence de la lumière sur la croissance de ces microalgues en biofilm. Pour certains problèmes de mathématiques, on dispose de données quasiment infinies, dans lesquelles seule une analyse fine statistique permet d'y voir plus clair en quelque sorte, et cette analyse est quasiment incontournable. Je vais vous donc présenter Diarra Enfal qui va vous parler de ses derniers travaux en matière d'imagerie dans lesquels la statistique est essentielle. Mes travaux en recherche concernent la reconstruction d'images en tomographie par émission de positons. C'est ce qu'on appelle l'imagerie TEP. Il s'agit d'une technique d'imagerie médicale dite fonctionnelle. Si on fait l'image TEP d'un organisme mort, on ne va rien voir parce qu'il s'agit d'une imagerie dite fonctionnelle justement qui va renseigner sur le fonctionnement des organes. Contrairement à l'imagerie structurelle où on va voir le positionnement des organes. Cela consiste à d'abord injecter au patient un produit qu'on appelle traceur. Le traceur, c'est une molécule à laquelle on va combiner un produit radioactif. Donc, on injecte cela au patient. Le traceur va se fixer sur les organes cibles et le produit radioactif va se désintégrer. Et donc cette désintégration va produire ce qu'on appelle les positons, qui sont les E+, donc ce sont les antiélectrons. Ces positons vont s'annihiler avec les électrons du milieu et cette annihilation va produire l'émission de 2 photons gamma qui partent à 180 degrés. Donc, un événement TEP, ça consiste à ça. Donc, lorsque 2 détecteurs ici enregistrent 2 photons dans un même intervalle de temps, on dit qu'un événement a eu lieu quelque part le long de cette ligne virtuelle qu'on appelle ligne de réponse, donc qui est la ligne qui joint les 2 détecteurs. Donc ça nous dit quoi? Qu'un événement a eu lieu le long de cette ligne, mais on ne sait pas où, justement. Et le but de la reconstruction, ça va être de replacer l'événement le long de cette ligne. Je vous montre ici une image cérébrale TEP, déjà reconstruite. Et donc pour reconstruire cette image TEP, il a fallu faire un modèle mathématique et faire un certain nombre d'hypothèses. Et ici, par exemple, l'hypothèse qui est faite, c'est que le nombre d'événements enregistrés sur chaque ligne de réponse est égal à l'intégrale de cette image-là, vue comme une fonction mathématique g. C'est égal à l'intégrale de g le long de cette ligne de réponse-là. Pour reconstruire l'image g, une seule ligne de réponse ne suffit pas, il en faut un certain nombre. Donc pour l'illustrer, j'ai pris une image reconstruite avec le nombre de lignes de réponse qui varie. C'est ce qu'on peut voir sur cette image-là. Là, on en a 10 puissance 2 et ainsi de suite, 10 puissance 3. Et on voit qu'il faut aller jusqu'à 10 puissance 7 ici pour avoir une image reconstruite qui est assez nette.
Donc cela veut dire que pour reconstruire G, il faut beaucoup de lignes de réponse. Et donc, il faut que la dose de traceur injectée au patient soit assez élevée. L'autre limite, c'est que cela suppose que ce qui est détecté sur une ligne de réponse, donc ça nécessite des détecteurs qui sont ponctuels. Or, en réalité, les détecteurs ont une certaine ouverture. Et donc, ce qu'on a, ce n'est pas une ligne, mais un tube, comme on peut le voir ici sur cette photo. Et enfin, la troisième limite, c'est que cette approche ne permet pas de prendre en compte la nature aléatoire de l'émission et de la détection. Toutes les méthodes statistiques qui existaient en reconstruction d'images TEP sont basées sur la discrétisation de l'image, c'est-à-dire la fonction à reconstruire est vue comme quelque chose qui est discret, c'est-à-dire constitué d'un ensemble de pixels. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer une autre méthode qui soit une méthode statistique, mais qui formule la reconstruction comme un problème continu, où on va juste chercher à reconstruire donc cette fonction G directement à partir des données et sans passer par l'étape de discrétisation, comme le font toutes les méthodes statistiques usuelles qui existent. Sur la première ligne, ce sont des images du fantôme qui va nous servir de référence. Sur la deuxième ligne, les limites de l'approche statistique dont je parlais, qui est du fait de la discrétisation, vous allez avoir des points qui apparaissent sur l'image. C'est ce qu'on peut voir sur toutes les images de la deuxième ligne. Et nous, au contraire, avec la méthode qu'on a proposée en dose divisée par 10, on n'a pas ces limites-là, donc on n'a pas de points et on voit bien qu'on reconstruit quelque chose de lisse et donc qui est continu. Jusqu'à présent, on a abordé la reconstruction TEP dans un cadre statique où on reconstruit juste une image à la fin de l'examen. Ce qui est aussi important, c'est l'aspect dynamique, parce que c'est ça qui va permettre de savoir comment le traceur arrive dans les organes et comment il va être éliminé au fur et à mesure de l'examen. On voit d'abord le traceur dans le sang, puis dans les autres organes, le cervelet, la matière blanche, la matière grise, et à la fin, il va se fixer dans la tumeur, qui est ici, le petit point jaune. Ce sont des images obtenues en utilisant l'approche clinique, qui est actuellement implémentée dans les machines TEP. Et sur la ligne d'en bas, ce sont des images obtenues avec la méthode de reconstruction qu'on a proposée. Donc ce qu'on voit ici, c'est la veine du bras, parce que le produit a été injecté là. Et on voit déjà qu'avec la méthode clinique, on a du bruit de reconstruction qui est matérialisé ici par les petits points qu'on voit là. Et donc je fais dérouler le film donc, pour voir toujours la cinétique du traceur. Et vous voyez que le bruit de reconstruction qui existe dans la méthode clinique persiste même à la fin. Et c'est un bruit que nous, on n'a pas, alors qu'ici, on est en dose divisée par 30. Je vous ai présenté un travail qui me tient à cœur, parce qu'il s'agit de mes travaux de thèse. Et, voilà, on partait d'un problème concret, qu'on a essayé d'apporter des solutions. On a été assez contents des résultats finaux qu'on a obtenus, puisque notre objectif initial, c'était de développer des méthodes qui marchent dans un cadre de réduction de dose. Et comme on vient de le voir, les méthodes marchent assez bien dans le cas où la dose est réduite. Et ça, il faut savoir que c'est vraiment très important, aussi bien pour le patient que pour le personnel médical. Et donc, je pense que c'est un bel exemple d'application des mathématiques et qui permettent de faire travailler beaucoup de gens, parce que j'ai travaillé aussi bien avec des physiciens que des médecins. Une chose essentielle dans un laboratoire de mathématiques est son dynamisme intellectuel, et ce dynamisme intellectuel est bien souvent porté par les doctorants, c'est-à-dire les futurs enseignants-chercheurs en formation. Donc, je vais vous présenter Manon Brunet, qui va vous parler de ses derniers travaux de recherche dans sa thèse. Définir une thèse en mathématiques, une thèse en général, ça peut être un peu compliqué, parce que c'est à la fois une formation, on est étudiant avec l'école doctorale, mais on est à la fois salarié, donc on a un vrai contrat doctoral et en plus de nos travaux de recherche, on peut avoir des missions d'enseignement donc à raison de 64 heures par an, où on intervient dans des TD en général en première année. Et en parallèle de tout ça, donc on a nos travaux de recherche,
Donc on a un sujet sur lequel on travaille pendant 3 ans, avec bien sûr notre directeur de thèse. L'avantage d'une thèse, c'est qu'on n'est vraiment jamais tout seul. Dès qu'on a un problème, une question, on a toujours des gens à qui s'adresser, que ce soit les autres doctorants ou alors notre directeur de thèse avec qui on peut communiquer de façon régulière sur notre sujet. Quand j'ai commencé ma thèse, je me suis tout d'abord intéressée à un phénomène qui s'appelle la résonance stochastique. On voit ce phénomène quand on s'intéresse à la climatologie. C'est Kroll, dans les années 1880, qui a remarqué qu'en fait, il y avait une périodicité au niveau des différentes aires glaciaires. Donc on avait des cycles avec des aires chaudes et des aires plus froides. Et donc on a une périodicité qui revient à peu près tous les 90 000 ans. Donc on a eu 7 cycles les dernières précédentes années. Sur cette animation, vous pouvez voir une particule qui se déplace dans un paysage avec 2 vallées. Les 2 vallées, elles bougent périodiquement. Et grâce à ce bruit qui est présent, donc, vous voyez qu'il y a des petites fluctuations au niveau de ma particule. Mon paysage bouge de façon périodique et en plus ici j'ai des petites fluctuations sur ma particule et ça va permettre de faire des transitions qui vont être rares entre les différentes vallées. Donc quel est le lien avec la climatologie? En fait ici vous pouvez imaginer qu'on a sur l'axe des abscisses on a la température moyenne, on a les températures plus basses ici, les températures plus hautes ici et on va passer d'une ère plus froide à une ère plus chaude en faisant des petites transitions qui sont dues à ces fluctuations grâce au bruit qu'on a introduit. Donc les modèles précédents, ils ne prenaient pas en compte le bruit pour décrire le système. On prenait juste en compte les phénomènes périodiques dus aux rotations de la Terre. Mais en fait, il y a plein de phénomènes qui rentrent en jeu pour décrire la température moyenne sur Terre. Et pour simplifier l'étude, on dit qu'on va résumer tous les paramètres qui sont difficiles à décrire juste en introduisant du bruit. Ce qu'on appelle le bruit, c'est donc des phénomènes aléatoires, comme le résultat d'un lancer de dés. On sait qu'on va tomber sur quelque chose entre 1 et 6, mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et ce sera un résultat différent à chaque fois. Et donc on utilise le bruit pour modéliser ces choses qu'on n'arrive pas à décrire assez précisément. On dit qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber. Donc le bruit, on peut aussi le voir comme en musique, on parle de bruit, parce qu'on a souvent des sonorités qu'on n'arrive pas à décrire, qu'on entend, qui perturbent un peu la sonorité originale, mais on ne sait pas les décrire exactement. Quand on écoute un CD, il n'y a pas de bruit sur ce CD parce que ça a été complètement épuré, ça a été travaillé, on a coupé les bruits, ça on peut le décrire par les mathématiques. Et en revanche, quand on prend un vinyle, on a ce petit côté chaleureux, on a un bruit qui est présent, parce qu'il n'a pas été travaillé, il a été enregistré tel quel, donc ça c'est le bruit. Une étape importante au cours d'une thèse et plus généralement au cours de la carrière d'un chercheur, c'est de communiquer ses résultats, parce que ça ne sert à rien d'avoir des résultats si on ne les explique pas à tout le monde et on n'en fait pas profiter tout le monde. Et pour ça, on a plusieurs façons pour communiquer. On peut faire des présentations orales, donc on va à des séminaires, à des workshops, à des conférences, et on présente nos résultats, on discute avec les autres chercheurs. On peut également faire des communications écrites, on rédige des articles, nos publications, on les soumet à des revues et après ils sont publiés et on accède à ces publications. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait notre bibliographie en première partie de notre thèse. Et ensuite on a des communications également par des posters où on présente nos résultats. Donc là c'est des résultats que j'ai obtenus dans le cadre de ma thèse où je m'intéresse donc toujours à ces phénomènes périodiques dans les phénomènes stochastiques. C'est plus des fonds de vallée que j'ai ici, comme dans l'exemple que je vous ai montré précédemment, mais c'est vraiment des orbites périodiques. Et je vais faire des transitions entre ces différentes orbites périodiques et on essaie de quantifier les différentes transitions qu'on va faire entre ces orbites périodiques. C'est le principal résultat que j'ai obtenu dans ma thèse. Alors ici, on a un système qui a 2 orbites périodiques stables qui sont en violet, ici. Donc on en a une grande ici et une à l'intérieur ici. Et ces 2 orbites périodiques stables, elles sont séparées par ce qu'on appelle une orbite périodique instable qui est en marron ici. Donc si on regarde le système d'un point de vue purement déterministe, si je commence quelque part ici, je vais aller converger vers l'orbite périodique externe. Si je commence quelque part ici, je suis ici entre l'orbite périodique instable et l'orbite périodique stable, je vais également converger vers l'orbite périodique externe. Et si maintenant je commence quelque part ici, je vais converger vers l'orbite périodique interne.
Et grâce au bruit, on va faire des transitions entre l'orbite périodique interne et l'orbite périodique externe. Donc là, on a obtenu des résultats qui sont purement théoriques pour décrire ces phénomènes périodiques dans les systèmes aléatoires. Et des applications sont possibles pour décrire l'activité des neurones. Donc en neurosciences, il y a des systèmes qui nous permettent de décrire l'activité électrique d'un neurone. Et donc on a des neurones qui sont excités et qui sont au repos. Donc c'est de là que vient la périodicité. Donc pour décrire l'activité électrique des neurones, on peut utiliser la théorie qu'on a développée au cours de ma thèse. Un indicateur économique méconnu par l'ensemble des gens est que les mathématiques entrent à proportion de 15% dans le produit intérieur brut de la France. Donc je vais vous présenter Stéphane Cordier, qui est professeur de mathématiques au laboratoire de maths, qui va vous parler des interactions entre les mathématiques et le monde entrepreneurial. Donc en juin 2015, Amiès, l'agence Math Entreprise, a publié cette étude d'impact socio-économique des mathématiques, ESEM, qui a été présentée par Cédric Villani, médaille fixe 2010, que vous connaissez peut-être parce qu'on le voit de temps en temps dans les médias. Et cette étude montre l'impact des mathématiques pour les entreprises, en particulier en termes d'emploi. Il y a 9% des emplois qui sont impactés par les entreprises. Et sur la richesse qui est créée au niveau national, le PIB, il y a 15% du PIB qui est lié aux mathématiques. La recherche en mathématiques comme dans les autres sciences, c'est quelque chose d'international. Et d'ailleurs, même au moment des études, il est important de voyager, et des voyages dans d'autres pays, c'est souvent très formateur et profitable. Alors aujourd'hui, avec la révolution numérique, avec les objets connectés, avec le big data, il y a énormément d'opportunités et de besoins de gens qui soient formés en mathématiques. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont se développer dans les années qui viennent. Alors en fait, les mathématiques, elles sont indispensables dans le monde numérique, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Une image que j'aime bien, c'est les mathématiques sont l'oxygène du monde numérique. L'oxygène, c'est quelque chose d'essentiel pour vivre, c'est vital, et en même temps, on ne s'en rend pas compte, il y en a partout autour de nous. Eh bien, les mathématiques, c'est pareil. Dans le monde digital, il y a des mathématiques partout, dans tous les algorithmes, et pourtant, on ne s'en rend pas forcément compte. Et s'il n'y en avait pas, eh bien, le monde numérique fonctionnerait plus du tout. Alors, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est de se lancer dans les études scientifiques et en mathématiques en particulier. Il y a énormément de débouchés et d'opportunités à venir. Et je voulais juste citer Yann Lequin, qui est le patron de la recherche chez Facebook, qui a fait un article qui s'intitule « Conseils aux geeks, faites des maths et de la physique ». Les séquences que vous avez visionnées vont vous permettre ou vous convaincre de voir que les mathématiques évoluent dans un domaine extrêmement large, interdisciplinaire, qu'il y a des collaborations humaines, que c'est un domaine, un champ d'investigation extrêmement prolifique, actif et reconnu et demandé, cherché par le milieu entrepreneurial. Je pense que le 21e siècle, ça sera un siècle extrêmement riche sur le plan scientifique et on a véritablement besoin, massivement, de jeunes mathématiciens qui en feront leur métier.